Le climat social se tend en France avec moult sujets, moult fronts, les zadistes, la SNCF, les universités, d'autres fronts aussi sont ouverts. C'est avec un ancien Premier ministre que nous sommes dans les studios du Figaro ce matin, Manuel Valls. Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Député apparenté de La République En Marche. Alors, ce matin, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes a commencé. C'est une opération risquée ? Oui, c'est toujours une opération risquée, une opération de maintien de l'ordre pour les forces de sécurité, pour les gendarmes, pour le ministre de l'Intérieur. Je l'ai vécu. C'est toujours une opération risquée par rapport à des éléments très violents, très minoritaires, mais violents, radicaux. C'est qui d'ailleurs ? Ce sont vraiment des écologistes ? Non, je ne le crois pas, pas tous, et en tout cas ces zadistes qui défendent de manière illégale un terrain qu'ils occupent, qui n'acceptent pas les règles de droit, l'état de droit, la présence des forces de l'ordre. Oui, ça n'est pas possible. Pourquoi vous ne l'avez pas faite, cette opération ? Mais ça n'a rien à voir d'ailleurs. Là, il s'agit d'évacuer une zone, un certain nombre d'éléments parmi les plus radicaux, puisque des agriculteurs vont continuer à vivre sur ce territoire. Alors que la décision a été prise de ne pas construire l'aéroport de Notre-Dame. Vous étiez pour cette décision, vous, personnellement ? Moi, j'étais favorable à ce qu'on maintienne le projet. À cause du référendum qui a été organisé localement sur place ? Bien sûr, il y avait d'abord toutes les décisions de justice administrative qui avaient favorables au projet lui-même. Ensuite, en effet, parce qu'il y avait eu le vote des habitants de la Loire-Atlantique, avec une très forte participation par rapport à ce type de consultation, plus de 50%, et un résultat très net en faveur du projet. Et parce que je le pensais, parce que je le crois toujours, maintenant la décision a été prise, utile pour le Grand Ouest. Je n'ai toujours pas compris qu'est-ce qui va se substituer à ce projet, alors qu'il existe déjà un aéroport, mais qui va arriver dans quelques années à saturation. Bon, bref, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement, je la regrette, mais en même temps, il est normal. Vous la soutenez maintenant ? Vous soutenez l'évacuation de toute façon, je regrette la décision d'abandon, mais je crois, enfin je suis ni habitant ni élu de cette région, mais il y a une certaine logique, bien sûr, à ce qu'on évacue les éléments les plus radicaux, ceux qui s'en prennent à l'état de droit, ceux qui empêchent, y compris les travaux de réaménagement, je pense notamment à la rénovation de la route départementale, au passage, enfin bref, qui... La route des chicanes. Exercent sur les habitants et ceux qui y passent une pression inacceptable. La SNCF, donc il y a un conflit de la SNCF qui est ouvert depuis une semaine maintenant. Le président de la République a décidé de prendre la parole la semaine prochaine, cette semaine, jeudi soir, puis dimanche soir. Il a raison d'entrer, je dirais, dans la bataille comme ça, publiquement. Je pense que c'est important, c'est vrai pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour le gouvernement et pour la majorité, de rappeler quel est le sens de cette réforme. Et c'est à lui de le faire ? Je crois que c'est important parce que le président de la République, Emmanuel Macron en particulier, a été élu sur un projet, sur un programme, sur un contrat de réforme, le contrat entre lui et les Français. Il prend un risque aussi. Mais de toute façon, dans la vie politique, et notamment quand on gouverne, il faut prendre des risques. Mais il faut démontrer que cette réforme, comme les autres, ont un sens. Mais pourquoi prendre la parole 2 fois de suite à quelques jours d'intervalle ? Vous avez vu, c'est très calculé. C'est le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, réputé pour être suivi pas mal par une clientèle plutôt âgée. Et puis, le dimanche soir, Bourdin, avec Edwy Plenel, qui n'est pas vraiment, je dirais, conciliant dans la politique actuelle. Moi, par principe, je ne commente pas les choix médiatiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Je vois bien que la forme et le pourquoi du moment et de ce genre d'interview. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens que l'on donne. Je pense que les médias qui parlent aux médias ou les responsables politiques qui parlent aux responsables politiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, pardon, d'être brutal. Ouais. Ce qui me paraît important, c'est qu'on donne du sens aux réformes. On ne réforme pas uniquement pour réformer. Et cette réforme-là, elle n'est pas comprise ? La réforme de la SNCF ? Moi, je pense que les Français, assez massivement, soutiennent la réforme de la SNCF. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements, et pas seulement en Ile-de-France. Il y a des dysfonctionnements inacceptables. Ils sont attachés à la SNCF, ils sont attachés au service public. Je pense qu'ils sont attachés aux cheminots, même à la figure du cheminot. Elle fait partie de notre histoire. La SNCF, c'est notre patrimoine national. Mais il faut expliquer que ce n'est pas une réforme contre les cheminots, c'est une réforme
pour les Français, pour les clients, pour les usagers de la SNCF. Est-ce que les usagers ont le sentiment qu'avec cette réforme, justement, il y aura un meilleur service, que le service sera mieux garanti? C'est ça qu'il faut bien expliquer. Et ils l'ont expliqué, ça? Il faut continuer cette explication. Il y a l'ouverture à la concurrence. Je la soutiens d'autant plus que c'est mon gouvernement qui avait lancé ce processus d'ouverture à la concurrence, qui doit permettre notamment d'avoir plus de trains et de faire baisser le prix du billet. Il y a la réorganisation de l'entreprise. Je pense que là, notamment avec la digitalisation, avec une autre organisation du travail, il y a toujours cet exemple qui est pris, mais pourquoi les contrôleurs des TER ne peuvent pas aller sur les TGV? Donc on peut organiser les choses autrement pour gagner en efficacité, d'une manière générale d'ailleurs en termes de ponctualité, d'information, de sécurité bien sûr. Ça c'est les investissements à venir. L'État et les régions ont une responsabilité majeure. On a pris du retard en matière d'investissement par rapport à nos voisins allemands, par exemple. Et puis la fin du recrutement au statut, avec une volonté, me semble-t-il, de l'asseoir sur un vrai pacte social d'entreprise. Vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, moi je suis d'accord avec cela, encore une fois, logiquement, à condition de bien expliquer, qu'on ne fait pas la réforme donc contre les cheminots, d'entendre ce que disent les cheminots qui ne sont pas responsables des dysfonctionnements, que ce n'est pas à cause d'eux qu'il y a eu des problèmes, et de la dette. Il y a eu sans doute le sentiment au début du conflit qu'ils étaient pointés du doigt. Non, nous leur devons respect, leur rappeler qu'il n'y a pas de privatisation de la SNCF, que ceux qui sont au statut aujourd'hui ne sont pas concernés par un autre statut, et que ceux qui seront recrutés au nouveau statut ont droit à un certain nombre de garanties. Mais ça, c'est le projet social, c'est la convention collective que nous n'avons pas réussi à renégocier depuis plusieurs années. Manuel Valls, est-ce que le gouvernement a raison de passer par ordonnance, pour une partie au moins de la réforme? Oui, mais aujourd'hui, je crois que c'était une attente forte des partenaires sociaux. C'est d'abord, et ça commence d'ailleurs aujourd'hui, au Parlement que la discussion va se passer. Est-ce que les syndicats jouent leur survie sur ce dossier? Mais vous savez, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, pour qui j'ai beaucoup d'estime, a dit lui-même que, d'une manière générale, comme les partis, nous l'avons vu, peuvent mourir. Mais dans notre société, même si un gouvernement, un président de la République peuvent avoir un mandat de réforme et qui sont parfois obligés de passer en force, comme on dit, il faut respecter les partenaires sociaux. La société française est trop fragile, trop en difficulté. Il y a une crise de la démocratie et de la représentation pour qu'on puisse se passer. Est-ce que le gouvernement respecte les partenaires sociaux en l'occurrence Je pense qu'il faut qu'il les respecte encore davantage. D'accord. Et donc il faut notamment respecter les syndicats dits réformistes, en l'occurrence la CFDT et l'UNSA, qui sont puissants, et notamment l'UNSA au sein de la SNCF. Ils font des propositions sans remettre en cause les trois éléments que j'ai évoqués, l'ouverture de la concurrence, la réorganisation de l'entreprise et la fin du recrutement au statut. Ça, je crois que c'est les trois piliers. Le gouvernement a raison d'être ferme sur ce sujet-là. Sinon, il perdrait le fil, il perdrait même le sens de la réforme. Mais il faut être dans le dialogue, dans le respect avec les syndicats et avancer avec eux. Parce que je pense qu'une société, elle avance, bien sûr, ça c'est la France, avec parfois avec beaucoup de volontarisme, mais nous avons aussi besoin, sur ce sujet comme sur d'autres, je pense notamment demain à l'hôpital, au secteur de la santé, de nous appuyer sur les réformistes. Est-ce que Emmanuel Macron joue son quinquennat sur cette réforme-là? Oula, ça, les historiens non, mais on est dans l'actualité, là. Diront. En tout cas, c'est un conflit qui peut durer. Il ne faut pas qu'il dure. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il dure. Il ne faut pas qu'il dure pour l'entreprise elle-même qui perd de l'argent. Je crois que Guillaume Pépi a évoqué le chiffre de 100 millions d'euros déjà de pertes ce matin. Et puis moi, je pense aux usagers, aux gens qui vont travailler, aux étudiants, à notre économie. C'est insupportable. Je voyais encore les scènes, je connais bien, c'est ma circonscription d'Évreux de Corbeil. Pour venir à Paris, il faut prendre le RERD. C'est déjà pénible tous les jours. Là, c'est insupportable. Et la grève est faite pour exercer une pression. Donc il y a une bataille de l'opinion qui est engagée. Oui, mais moi je pense qu'il faut... D'abord, le dialogue, il existe. Elisabeth Borne discute avec les syndicats. Il faut vraiment que les syndicats réformistes eux-mêmes se rendent compte, je crois qu'ils en sont conscients, que cette grève ne peut pas être un bras de fer entre des syndicats et le gouvernement. Le gouvernement a une légitimité pour aller de l'avant, le Parlement soutiendra cette réforme. Maintenant, il faut discuter de l'avenir, c'est-à-dire de l'avenir de l'entreprise, de l'ouverture à la concurrence et du pacte social entre les salariés de la SNCF et la direction de la SNCF et l'État. Est-ce que ça va durer jusqu'à la fin du mois de juin ou à votre avis, il y a une bataille de l'opinion qui est engagée et ça pourrait basculer d'un côté ou de l'autre? Vous me disiez, est-ce que le président de la République joue son quinquennat? Mais avant, vous posiez une question, je crois, très importante. Est-ce que les syndicats, d'une
certaine manière, ne jouent pas aussi leur avenir. C'est pour ça que je plaide pour qu'entre le gouvernement et les syndicats réformistes, on puisse avancer ensemble. Cette grève, pour la SNCF, pour les USG, pour le pays, ne peut pas durer des semaines. Le climat social en France, on voit, il y a les universités, puis il y a d'autres fronts aussi, les retraités qui grognent. Il s'est détérioré, vous êtes inquiet? Je ne suis pas particulièrement inquiet. Ça joue dans le public ou ça joue dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement supérieur. En l'occurrence, je ne crois pas, comme on dit, à la convergence des luttes. Mais enfin, en tout cas, je ne suis pas chargé de la météo sociale. Moi, je n'y crois pas. Je crois qu'il faut être toujours à l'écoute, attentif de ce que disent évidemment les gens. Il faut respecter les salariés, il faut dialoguer avec les partenaires sociaux. Et puis, il faut expliquer encore une fois les réformes. Les réformes, elles visent quoi? À moderniser le pays, à rendre plus efficace notre économie, à préparer la France aux grands défis européens et du monde, ça va de soi. À préparer l'avenir quand on parle de l'enseignement. Et les réformes qui sont menées aujourd'hui sont dans la continuité de ce qui a été fait. Avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, je parle de l'enseignement supérieur. Mais à chaque fois, il faut non seulement bien expliquer, il faut donner le sens, mais il faut que les gens y trouvent leur compte et que ces réformes soient justes. Vous le savez bien, chez les Français, il y a une passion, qui est la passion de l'égalité, mais aussi, et je la partage, la passion de l'égalité, de la justice de l'équité sociale, de l'équité. Donc, il faut entendre cela. Parfois, les Français ont le sentiment que les réformes entamées ils les soutiennent, mais ne sont pas assez justes. Moi, je pense qu'il faut de la justice sociale, du pouvoir d'achat et de l'équité. La politique que conduit aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est en fait la politique que vous auriez voulu conduire. D'abord, dans certains aspects, c'est une continuité ou un approfondissement. C'est vrai pour la loi du travail, sur la loi travail, c'est vrai aussi pour la SNCF. Mais moi, je vous réponds franchement, c'est pour ça que je l'ai soutenu pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ça m'a coûté cher, mais je l'ai fait. Mais parce qu'en effet, c'est un social réformiste, c'est un progressiste, il mène des réformes avec une majorité qu'il soutient, avec évidemment les débats indispensables. Mais question dérangeante. Qu'est-ce qu'il avait de plus que vous pour gagner? Non, ce n'est pas une question dérangeante, il était libre. Pas vous? Plus libre que moi. D'abord, j'étais Premier ministre, donc je ne pouvais pas partir face au terrorisme, puis par rapport à mes engagements, à ma conception des institutions de la Ve République. Mais il était libre, plus libre. Moi, j'étais dans une histoire, dans un parti. Lui, pas. C'est comme ça. Et écoutez, vous savez, tant mieux. Avec ce qui se passe partout dans le monde, nous connaissons de cette manière une forme de miracle. Il faut réussir, il faut qu'il réussisse. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas des débats. On vit une forme de miracle actuellement. Oui, parce que nous sommes, au fond, à contre-courant de ce qui se passe partout en Europe avec la victoire des populismes, alors que nous, voilà, il y a... Mais il ne faut pas oublier non plus les conditions fragiles de son élection. Elles sont fragiles parce que notre démocratie reste fragile et malade, il ne faut jamais l'oublier. Alors, il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est celui de la laïcité. Ce soir, il y a le président de la République qui est invité par le président de la Conférence des évêques, au Bernardin. Il doit s'exprimer. Vous l'invitez à s'exprimer sur la laïcité, le président de la République? Moi, je n'ai rien. C'était prévu, il devait s'exprimer. Mais c'est très bien, mais moi, je ne trouve rien à redire à ce que le président de la République, ou comme le Premier ministre, moi je l'ai fait, dialogue non seulement avec tous les cultes, mais dialogue avec l'Église. Donc il aille à ce dîner, ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas, et parce que précisément, je pense que la laïcité, ça n'est pas la négation des religions. Ça passe par le dialogue avec les religions. Et ça passe par le dialogue avec les religions, avec toutes les philosophies, avec les Français sur bien des sujets. Ça peut être les sujets éthiques, ça peut être les problématiques de l'immigration, l'Europe, enfin la place des religions dans notre société. Vous savez, la France, c'est une terre aux racines chrétiennes, c'est un pays qui a connu la confrontation entre catholiques et protestants, ça lui a coûté cher, c'est le pays où les juifs ont été émancipés en 1791, l'islam est aujourd'hui la deuxième religion de notre pays, c'est une religion française, et c'est en même temps le pays de la Révolution française et de la loi 1905. C'est tout ça la France, donc ce dialogue, il ne fait qu'enrichir... Mais on dit que vous avez une conception plutôt militante de la laïcité, et le président de la République dit « moi je ne veux pas adjectiver cette laïcité ». Mais moi aussi. Mais ça, c'est souvent un argument qui est utilisé pour disqualifier ceux qui défendent leur vision de la République, de la laïcité. Moi, ma laïcité, c'est celle de la France. Point, c'est tout. Et j'y mets pas d'adjectif. Elle n'est pas plus militante, elle est au fond de moi-même. Parce que la laïcité, c'est la France. C'est quoi la laïcité? Possibilité de croire, de ne pas croire, c'est la discrétion aussi, c'est le respect des autres, c'est tout ça la laïcité. C'est une manière de vivre ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas de laïcité radicale.
On ne tue pas au nom de la laïcité dans notre pays, je veux le rappeler. Et c'est pour ça que je crois, contrairement aux propos qui ont été prêtés au président de la République, que notre société, elle est laïque. Et c'est pas uniquement l'État qui est neutre et laïque, la société, elle est laïque. Et je me bats parce que la laïcité, c'est tout simplement la conception de la République. Deux petites questions avant de passer aux questions des téléspectateurs. Première question, est-ce qu'il faut réviser la loi de 1905 ? Je ne crois pas. Moi, j'ai eu quelques années, je pensais qu'il pouvait y avoir des évolutions, mais on ouvre la boîte de Pandore et les débats, notamment par rapport à l'islam, c'est quand même cette question-là qui est posée. Il faut être prudent. Aucun d'ailleurs de ceux qui défendent la conception de la République et la laïcité, je pense à Elisabeth Badinter, à Caroline Fourest, des intellectuels de très grande qualité, ou Laurent Bouvet, nous propose une révision de la loi de 1905. Deuxième chose, on dit que quand il y a eu des débats sur l'islam, sur l'islamisme et tout, vous avez fait des sorties qui étaient assez tranchées. Que vous pouviez irriter quelques membres de la République En Marche, notamment quelques députés. Mais moi, je ne m'exprime pas par rapport au plaisir ou à l'irritation que je procure à l'égard de tel ou tel. Je m'exprime en fonction de mes convictions profondes. Et je pense que face au terrorisme, mais face aussi à la montée du communautarisme, à la mise en cause de ce que nous sommes dans un certain nombre de territoires et de quartiers, enfin chacun le connaît, il faut défendre notre conception de la République, une République apaisée, d'une laïcité forte, mais qui permet de réunir, de vivre ensemble, comme on dit. Il faut désigner l'adversaire. L'adversaire, c'est l'islam politique, c'est l'islamisme, ce sont les frères musulmans, c'est le salafisme. Donc là-dessus, il faut le savoir, parce qu'ils s'attaquent tout simplement à ce que nous sommes, à une civilisation. Et vous avez de bonnes relations avec les députés de la République En Marche ? Moi, j'ai une très bonne relation avec. Je me sens bien dans ce groupe. D'abord, vous savez, il y a moins de différence au sein de ce groupe entre un point A et un point B qu'il y en avait au groupe socialiste. Et puis, il y a des gens de très grande qualité, et notamment parmi les femmes. Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de la commission des lois, Amélie de Montchalin, qui est la responsable de la commission des finances, Olivia Grégoire, qui est une des porte-paroles, Aurore Berger, qui est l'une des porte-parole aussi du groupe. On a des gens de très grande qualité. J'oublie pas les hommes, sinon je vais me fâcher avec la moitié du groupe. On continue avec Manuel Valls et puis Julie Coulomb-Profisi qui vient poser vos questions maintenant, chers internautes. Julie, bonjour. Bonjour. Alors, les questions. Alors, on a beaucoup de questions, ça commente énormément sur le chat du Figaro et sur le chat du Facebook. On a une première question de Léo qui dit « Êtes-vous d'accord avec la déclaration de Martin Schulz qui dit « l'UE doit devenir les États-Unis d'Europe » et pensez-vous qu'un fédéralisme totalement abouti est la voie que doit prendre l'Union européenne ?» C'est la belle phrase de Victor Hugo, les États-Unis d'Europe. Je ne suis pas fédéraliste. Je pense que l'Union européenne, selon la belle formule de Jacques Delors, c'est une fédération d'États-nations. Nous devons d'abord consolider nos frontières extérieures, sinon il n'y aura plus d'Union européenne, elle peut sortir de l'histoire. Et puis chaque nation apporte son génie à la construction européenne. Il y a évidemment une part de fédéralisme, parce qu'on a mis au pot commun un certain nombre de compétences, l'agriculture, le commerce et bien sûr pour beaucoup de pays la monnaie, l'euro, mais je ne suis pas un fédéraliste. Vous souhaitez qu'il y ait qui à la tête de la liste de l'axe central, peut-être, pour les Européennes? D'abord, je crois qu'il faut définir, sans langue de bois, le projet. Mais moi, je pense que le projet ne peut pas se résumer à la zone euro, à un ministre des Finances, un budget. Non, c'est comprendre dans quel monde nous sommes face à la Chine, face à la montée en puissance des vieilles nations, la Russie, la Turquie, l'Iran, dans le monde d'aujourd'hui, avec une Afrique qui va aussi passer à 2 milliards d'habitants en 2050. C'est quoi le projet historique? Nous sommes une civilisation. Sur quoi nous fondons? Il faut revoir le projet européen. Je pense qu'il faut revenir aux sources, à la politique, à l'histoire, à la tragédie aussi, d'une certaine manière. Se rappeler que 70 ans de paix, c'est exceptionnel et que ça, il faut le préserver. Et du coup, il faut faire de la politique, mais vraiment au plus haut sens du terme, et c'est ce qui doit attendre, et c'est ce qui attend, bien sûr, le président de la République et la chancelière allemande. Il faut qu'on continue à ouvrir l'Union européenne à d'autres pays, aux pays des Balkans, par exemple, c'est ce qu'avait dit le président de la République. À terme, c'est possible. En tout cas, il faut dire clairement où sont nos frontières. Et nos frontières, elles ne sont pas indéfinissables, elles sont claires, elles sont européennes. Elles ne sont pas en Turquie. Non, elles ne sont pas en Turquie, je l'ai dit après bien l'hésitation, mais la Turquie ne pourra pas rentrer au-delà même de Erdogan dans l'Union européenne. Mais il faut les partenariats avec la rive sud de la Méditerranée, avec la Turquie, comme avec l'Ukraine et la Russie. D'accord. Alors on a une question d'un habitué, puisque c'est Alexandre qui voudrait savoir, quand on voit les manifestations et les grèves dans notre pays, est-ce que vous pensez qu'on peut revenir à un mai 68 ?
Non, mais je sais que c'est l'anniversaire. Le spectre, c'est toujours un peu le fantasme du retour. Non, en plus, mai 68, c'était dans un moment aussi d'émancipation, presque de joie. Enfin, j'en étais pas, j'avais 6 ans, mais je lis les livres d'histoire, je regarde les documentaires, et puis Yves Tréhard me raconte tout ça. Mais non, je crois pas. Aujourd'hui, il y a la peur, surtout par rapport à l'avenir, la peur par rapport au changement. Donc, faut l'accompagner. Pas une crise de croissance aujourd'hui. Non, et puis je confonds pas l'inquiétude des cheminots avec des groupes d'extrême gauche qui bloquent de manière scandaleuse un certain nombre d'universités. Oui, bien sûr. Alors une question de Morgan qui voudrait savoir, qui dit, étant historiquement de gauche, comment pouvez-vous accepter la politique très libérale du gouvernement, qui est donc contraire à vos idées? Mais en quoi elle est très libérale ou en quoi elle serait contraire à ce qui a été mené par le passé? Moi je suis un réformiste ou un social-libéral, peu importe les mots, j'en ai assez d'ailleurs de ces étiquettes, donc on a tous été affublés pendant des années. Emmanuel Macron mène des réformes que j'aurais souhaité dans bien des domaines menés ou poursuit des réformes que nous avions déjà engagées. Quand je vois parfois, y compris le PS aujourd'hui, critiquer ce qu'il a lui-même mis en œuvre, ça me paraît aujourd'hui absurde. Non, en revanche, l'idée de justice, nous en parlions il y a un instant avec Yves Tréhard, l'idée de justice, de lutte contre les inégalités, pour le pouvoir d'achat, moi je suis très favorable et ça va être fait heureusement à la défiscalisation des heures supplémentaires. Je pense qu'il faut un projet puissant contre la pauvreté, c'est pour ça que je propose la fusion des minima sociaux pour un revenu décent, comme le proposait François Chérèque quelques semaines avant de mourir dans une très belle note à la Fondation Terra Nova. Bon voilà, je pense qu'il faut faire davantage pour lutter contre les inégalités, pour la justice sociale, contre la pauvreté. C'est ça qui est attendu par ce vieux peuple épris de justice sociale. Dernière question. Dernière question donc, de Pascal qui voudrait savoir que pensez-vous du traitement judiciaire réservé à Carles Puigdemont par la justice allemande. La justice allemande. Alors, il faut peut-être résumer, finalement, l'extradition va peut-être pouvoir avoir lieu, en tous les cas, mais pas sur le chef d'inculpation de rébellion, sur celui de détournement de fonds. Non, moi, ce qui me paraît important, c'est que, on revient d'ailleurs à la question sur l'Europe, c'est que les grands États-nations ne se disloquent pas. Et si l'Espagne se disloquait demain, c'est pour ça que je suis beaucoup intervenu, au-delà de mes origines catalanes, ça serait un désastre pour l'Europe. L'Espagne est une grande démocratie, une constitution parmi les plus avancées, avec une justice totalement indépendante. Il ne peut pas y avoir de sédition, de séparatisme. Le reste fait partie du débat politique espagnol. Et puis il y a un espace judiciaire européen. C'est ça l'Europe. L'Espagne est un État démocratique, une justice indépendante et un État de droit. Donc il faut faire confiance à la justice espagnole. Carles Puigdemont doit être jugé en Espagne ? D'une manière ou d'une autre, il le sera. Moi, je ne veux pas m'acharner contre cette personne, mais vous vous rendez compte si en France... Il risque la prison. Oui, bien sûr, et d'autres sont en prison déjà. Mais dans une démocratie, on verra ce qui se passe. Moi, je ne suis pas juge espagnol, mais vous vous rendez compte si en France, il y avait un président de conseil régional qui décidait d'organiser les élections, alors que ce n'est pas prévu dans la Constitution, pour séparer son territoire du reste de la République. Mais la République agirait avec une détermination absolue. En tout cas, je l'espère, moi c'est pareil en Espagne. À ce propos, la gestion du dossier corse par Emmanuel Macron vous convient ? Mais ce qui me convient, moi, c'est le dialogue avec la collectivité unique que nous avons souhaité. Ils sont élus, ce sont les Corses, les électeurs en Corse qui ont décidé. En revanche, je suis très opposé à l'inscription, à une référence de la Corse dans la Constitution. Donc cette réforme constitutionnelle, vous ne la voterez pas ? Non, je n'ai pas dit ça. D'abord, il y a un débat qui s'ouvre, on verra quels sont les textes. Moi, je ne suis pas là pour comme ça, pour le pour ou le contre, comme ça, sur un coup de menton. Il y a des éléments dans la réforme constitutionnelle qui vont évidemment dans le bon sens, mais je dirais pourquoi je suis opposé à l'inscription d'un territoire, fût-il une île, métropolitain, qui a une histoire profonde avec la France. Je ne parlerai même pas de Napoléon. Et je ne vois pas pourquoi on met la Corse, on ouvre une boîte de Pandore avec d'autres revendications régionalistes dans notre pays, de l'Alsace au Pays Basque, en passant par la Bretagne, et c'est dangereux. C'est pour ça que je faisais référence à l'Espagne, dans ce moment où l'Europe est à la croisée des chemins, et soit elle épouse de nouveau l'histoire, soit elle sort de l'histoire. C'était le talk de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, et qui est aussi aujourd'hui député apparenté La République En Marche. Merci Manuel Valls. Merci à vous. De vous être prêté à l'exercice. Merci Julie Coulomb-Profisi d'avoir été la médiatrice de nos internautes, et puis à demain pour de nouvelles aventures.